Un vendredi d'octobre, Jean-Pierre Dubois rentrait chez lui avec 3 heures d'avance. Il entendit quelque chose qui le figea net dans le couloir. C'était le bruit d'aiguilles à tricoter, mais personne dans cette maison ne savait tricoter. Jean-Pierre était le PDG d'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques de France. Ironie du sort. Son entreprise produisait des médicaments pour les maladies respiratoires. Et son fils de 9 ans, Théo, était atteint de mucoviscidose depuis l'âge de 2 ans. Si cette histoire résonne en vous d'une manière ou d'une autre, si vous avez l'impression que le monde vous tourne parfois le dos, restez, parce que ce que vous allez entendre changera votre façon de voir les gens qui vous entourent. Le bruit venait de la chambre de Théo. Jean-Pierre avança lentement, presque sans respirer. Le parquet craqua sous ses chaussures de luxe à 2000 €. Mais il n'entendit pas le craquement. Il n'entendait que le clic, clic, clic de quelque chose de métallique, ou peut-être de bois, qui s'entrechoquait sans cesse. Le diagnostic était tombé quand Théo marchait à peine. Mucoviscidose. 2 mots qui avaient brisé le cœur de Jean-Pierre et de son épouse, Sophie, décédée dans un accident de voiture quand Théo avait 4 ans. Depuis, Jean-Pierre était seul avec son fils, seul avec sa culpabilité, seul avec son argent, qui ne pouvait acheter une guérison. La maladie de Théo était comme un voleur silencieux. Elle lui volait l'air, l'énergie, le sommeil. Mais ce qu'elle lui volait le plus, c'était la chaleur. Le corps de Théo ne régulait pas bien la température. Il transpirait excessivement pendant la journée, et la nuit, des frissons le réveillaient, tremblant comme une feuille en automne. Jean-Pierre avait acheté les meilleures couvertures du monde. Des couvertures thermiques importées d'Allemagne, des couettes en duvet d'oie des Pyrénées, des couvertures avec technologie de la NASA. Rien n'y faisait. Théo transpirait avec pendant 2 heures, puis les jetait, et à 3 heures du matin, se réveillait en tremblant, en pleurant, appelant un père qui était souvent absent, parce qu'il travaillait jusqu'à minuit. C'était la vérité que Jean-Pierre ne voulait pas admettre. Il travaillait autant parce qu'il ne supportait pas de voir son fils souffrir. Il travaillait autant parce que chaque minute au bureau était une minute où il n'avait pas à affronter la réalité que tout son argent était inutile. Jean-Pierre se souvenait des nuits, ces nuits interminables où les pleurs de Théo traversaient les murs de la maison comme un couteau. Ces nuits où il courait dans la chambre de son fils et le trouvait tremblant sous 3 couvertures, les lèvres violettes et la peau glacée. Ces nuits où il l'étreignait, essayant de le réchauffer avec son propre corps, mais ce n'était jamais suffisant. Les médecins lui avaient expliqué 1000 fois. La mucoviscidose affecte la régulation thermique. Le corps de Théo produisait un mucus épais qui obstruait ses poumons et son système digestif. Mais cela affectait aussi ses glandes sudoripares. Il transpirait du sel en excès pendant la journée, ce qui le déshydratait, et la nuit. Sans ce mécanisme de régulation fonctionnant correctement, sa température chutait en flèche. C'était un cycle cruel. Transpirer pendant la journée, trembler pendant la nuit et répéter chaque jour, chaque nuit, pendant 7 ans. Jean-Pierre avait tout essayé. Il avait acheté des radiateurs spéciaux pour la chambre de Théo. Il avait installé un système de climatisation intelligent qui maintenait la température exacte. Il avait fait venir des spécialistes d'Europe et des États-Unis pour des consultations qui coûtaient plus que le salaire annuel de ses employés. Rien ne fonctionnait. Le problème n'était pas la température de la chambre. Le problème était le corps de Théo. Et cela ne pouvait pas se régler avec de l'argent. Et puis Marie arriva. Marie Dubois avait 48 ans quand elle frappa à la porte de la maison Dubois il y a 8 mois. Elle était recommandée par une agence d'aide à domicile. Son curriculum vitae était simple. Elle avait travaillé dans 4 maisons auparavant. Elle savait cuisiner, nettoyer, repasser, rien d'extraordinaire. Jean-Pierre la regarda à peine pendant l'entretien. Il lui posa 3 questions, lui dit le salaire et lui indiqua où se trouvait la chambre de service. Pour lui, Marie était juste une autre employée, la 12e en 5 ans. Aucune ne restait, aucune ne supportait les nuits de cris quand Théo se réveillait en tremblant. Aucune ne voulait nettoyer les vomissements que produisait parfois la toux chronique de l'enfant. Mais le bruit qu'entendit Jean-Pierre ce vendredi
n'était pas de la télévision. Il était réel. Quelqu'un dans sa maison était en train de tricoter. Il s'arrêta devant la porte de la chambre de Théo. Elle était entrebâillée. Par l'entrebâillement, entrait une lumière douce. La lumière du crépuscule filtrée par les rideaux. Et entrait aussi une voix féminine fredonnant une chanson que Jean-Pierre ne reconnaissait pas. Il n'ouvrit pas la porte. Pas encore. Il resta là, paralysé, écoutant. Des choses étranges s'étaient produites ces derniers mois. Des choses que Jean-Pierre avait remarquées, mais qu'il avait attribuées aux nouveaux médicaments ou au hasard. Théo ne se réveillait plus en criant à 3 heures du matin. Théo souriait plus. Théo avait dessiné quelque chose la semaine dernière, chose qu'il n'avait pas faite depuis 2 ans, quand les médecins avaient dit que son état s'était aggravé. Et il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que Jean-Pierre avait trouvé sans le vouloir. Il y a 2 semaines, cherchant un chargeur de téléphone dans la cuisine, il ouvrit un tiroir qu'il n'ouvrait jamais. À l'intérieur, il y avait un sac en plastique transparent. À l'intérieur du sac, il y avait des pelotes de la laine couleur crème, douce comme des nuages, et une étiquette dans une langue qu'il ne reconnut pas. Plus tard, il chercha sur Internet, c'était de la laine Mérinos hypoallergénique de Lozère, la laine la plus chère et la plus douce du monde, la laine qui n'irrite pas la peau sensible, la laine parfaite pour quelqu'un atteint de mucoviscidose. Jean-Pierre resta à regarder ce sac pendant 5 minutes. Puis il le referma et le laissa où il était. Il ne demanda à personne. Il ne voulut pas savoir. Peut-être parce qu'il soupçonnait déjà quelque chose que son esprit ne voulait pas accepter. Cette laine coûtait 47 € le sac. Marie gagnait 1800 € par semaine. Ce sac représentait presque la moitié de son salaire hebdomadaire. Et il y avait 6 sacs dans ce tiroir. Si cette histoire remue déjà quelque chose dans votre cœur, si vous sentez déjà que les larmes veulent sortir, ne les retenez pas, parce que ce qui va suivre est encore plus fort. Et si cette histoire vous aide, envisagez de soutenir cette chaîne. Votre soutien permet que des histoires comme celle-ci atteignent plus de personnes qui ont besoin de les entendre. Jean-Pierre se rappela autre chose. Il y a 3 mois, Théo lui avait dit quelque chose d'étrange pendant le petit déjeuner. « Papa, je veux toucher les étoiles. » Jean-Pierre pensa que c'était une phrase d'un dessin animé. Il lui ébouriffa les cheveux et partit travailler. Il ne lui demanda pas pourquoi il disait ça. Il n'avait pas le temps. Maintenant, debout devant cette porte, écoutant les aiguilles tricotées et une voix fredonnée, Jean-Pierre commença à relier les points. Marie ne faisait pas que nettoyer la maison. Marie faisait quelque chose d'autre. Le clic, clic, clic des aiguilles s'arrêta. Jean-Pierre retint sa respiration. Il entendit du mouvement à l'intérieur de la chambre. Des pas feutrés, le crissement d'un matelas, et puis la voix de Marie, douce comme la laine qu'elle tricotait. « C'est presque prêt, mon petit Théo. Tu vas bientôt pouvoir toucher les étoiles. » Jean-Pierre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Des étoiles, le ciel. Théo avait dit qu'il voulait toucher les étoiles. Et Marie était en train de tricoter quelque chose avec des étoiles. Mais comment savait-elle ça? Comment Marie savait-elle ce que Théo voulait? Jean-Pierre ne le savait pas, son propre père ne le savait pas. Et une employée qui était là depuis 8 mois, elle, le savait? Il recula d'un pas. Il ne voulait pas voir, pas encore. Il n'était pas prêt à affronter ce qui se trouvait derrière cette porte, parce qu'il savait que ce qu'il verrait changerait tout. Il savait que ce qu'il verrait le ferait se sentir comme le pire père du monde, ou comme l'homme le plus chanceux du monde, ou les deux à la fois. Il alla dans son bureau, ferma la porte, se servit un whisky et resta à regarder par la fenêtre jusqu'à ce que la nuit tombe. Cette nuit-là, pour la première fois en 4 ans, Théo ne se réveilla pas en tremblant à 3 heures du matin. Jean-Pierre, lui, se réveilla. Il se réveilla à 3h07 par habitude. Son corps était programmé pour entendre les cris de son fils. Mais il n'y eut pas de cris, seulement du silence. Un silence qui l'effraya plus que n'importe quel cri. Il se leva, longea le couloir, ouvrit la porte de la chambre de Théo. La lumière de la lune entrait par la fenêtre et baignait le lit d'un éclat argenté. Et là, il était, Théo, endormi, tranquille, avec un sourire sur les lèvres.
recouvert jusqu'à la poitrine de quelque chose que Jean-Pierre n'avait jamais vu. C'était une couverture. Une couverture tricotée à la main, de couleur crème avec des motifs d'étoiles bleues, des étoiles à 5 branches dispersées sur toute la toile, comme un ciel nocturne. La couverture avait l'air lourde, mais pas trop. Elle avait l'air douce, incroyablement douce. Et Théo la serrait contre lui, comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. Jean-Pierre s'approcha, toucha la couverture. Elle était chaude mais pas brûlante, lourde mais pas étouffante, parfaite, absolument parfaite pour un enfant dont le corps ne savait pas réguler sa propre température. Dans le coin inférieur de la couverture, brodée avec du fil bleu foncé, il y avait 2 lettres, M et T, Marie et Théo. Jean-Pierre resta là, debout près du lit de son fils, pendant 20 minutes. Il ne bougea pas, ne fit aucun bruit. Il se contenta de regarder son fils dormir en paix pour la première fois depuis des années. Et les larmes commencèrent à couler sur ses joues sans qu'il puisse les arrêter. Le lendemain matin, Jean-Pierre n'alla pas travailler. Il resta à la maison. Il observa. Marie arriva à 6 heures du matin, comme d'habitude. Mais elle ne commença pas à nettoyer. Elle alla d'abord dans la chambre de Théo. Jean-Pierre la suivit en silence, se tenant à distance. Il la vit entrer dans la chambre, la vit s'asseoir près du lit, la vit sortir un petit carnet de la poche de son tablier et la vit noter quelque chose. Plus tard, quand Marie était dans la cuisine, Jean-Pierre entra dans la chambre de Théo et chercha ce carnet. Il le trouva sous l'oreiller de son fils. C'était un cahier à spirale avec la couverture usée. Sur la première page, il était écrit « Température de Théo ». Les 50 pages suivantes étaient remplies de chiffres, des dates, des heures, des températures. 6 heures du matin, 36,2 degrés. 8 heures du matin, 36,8 degrés. 10 heures du matin, 37,1 degrés. Marie mesurait la température de Théo toutes les 2 heures depuis 2 mois. Jean-Pierre tourna les pages avec des mains tremblantes. Il y avait des graphiques dessinés à la main, des modèles, des notes en marge. Transpire plus après avoir mangé. Les frissons commencent quand il descend à 35,8. Le point critique est à 3 heures du matin. Marie avait étudié son fils comme s'il était un projet scientifique. Elle avait compris son corps mieux que n'importe quel médecin. Elle avait trouvé les modèles que personne d'autre n'avait cherchés. Et puis, sur la dernière page écrite, il y avait une note différente. Poids idéal de la couverture pour Théo, 2,3 kg. Assez lourde pour donner une sensation de sécurité sans le faire transpirer. Laine mérinos hypoallergénique de Lozère pour éviter les irritations. Tissage ouvert dans certaines zones pour la ventilation. Tissage fermé sur la poitrine où il a le plus froid. Jean-Pierre ferma le cahier, le remit où il l'avait trouvé, et sortit de la chambre avec le cœur brisé. Pas brisé de tristesse, brisé de honte. Il avait engagé les meilleurs pédiatres, les meilleurs pneumologues, les meilleurs spécialistes de la mucoviscidose de toute la France. Il avait dépensé des centaines de milliers d'euros en consultations, en médicaments, en traitements expérimentaux, et aucun, absolument aucun, n'avait pensé à mesurer la température de Théo toutes les 2 heures pour comprendre ses schémas. Aucun n'avait pensé à tricoter une couverture avec un poids spécifique et une ventilation stratégique. Aucun n'avait pensé à demander à Théo ce dont il rêvait, ce qu'il voulait, ce dont il avait besoin pour se sentir en sécurité. Marie, elle, l'avait fait. Marie, avec son salaire minimum et ses mains d'artisane, avait réussi ce que des millions d'euros n'avaient pas pu. Mais la question qui tourmentait Jean-Pierre était autre. Pourquoi ? Pourquoi une employée de maison consacrerait-elle des mois de travail et la moitié de son salaire à tricoter une couverture pour le fils de son patron ? Pourquoi se lèverait-elle 1 heure plus tôt chaque jour pour tricoter avant de commencer à nettoyer ? Pourquoi étudierait-elle le corps d'un enfant malade avec la dévotion d'une scientifique et l'amour d'une mère ? Jean-Pierre avait besoin de le savoir, mais il n'osait pas poser la question. Une autre semaine passa. Jean-Pierre continuait d'observer. Il continuait à arriver tôt, continuait d'entendre le clic-clic-clic des aiguilles chaque matin à 6 heures.
et continuait de voir Théo s'améliorer. L'enfant qui passait son temps au lit descendait maintenant dans le jardin. L'enfant qui toussait toute la nuit dormait maintenant 8 heures d'affilée. L'enfant qui avait des cernes violacées avait maintenant de la couleur dans les joues. Les médecins étaient déconcertés. Lors de la dernière consultation, le pneumologue dit à Jean-Pierre quelque chose qui le laissa sans voix. « Je ne comprends pas ce qui se passe, monsieur Dubois. Les chiffres de Théo se sont considérablement améliorés. Ses épisodes d'hypothermie nocturne ont diminué de 73%. Sa qualité de sommeil a augmenté de 60%. Nous n'avons changé aucun médicament. Il n'y a pas d'explication médicale. » Jean-Pierre ne dit rien. Il ne parla pas de la couverture. Il ne parla pas de Marie. Il ne savait pas pourquoi il se taisait. Peut-être parce qu'il avait peur que, s'il le disait à voix haute, le miracle disparaisse. Ou peut-être parce qu'il avait peur d'affronter la vérité. La vérité qu'une employée avait sauvé son fils pendant qu'il se cachait dans son bureau. La vérité que l'amour gratuit d'une étrangère avait fait plus que tout son argent. La vérité qu'il avait été tellement aveuglé par sa douleur qu'il n'avait pas vu ce qui se passait sous son propre toit. 3 jours plus tard, Jean-Pierre découvrit quelque chose qui lui ôta le sommeil. Complètement. C'était un dimanche. Marie avait son jour de congé, mais elle était arrivée à 7 heures du matin quand même. Jean-Pierre la vit depuis la fenêtre de son bureau. Il la vit entrer par la porte de service, avec un sac à la main, un sac en toile, avec quelque chose à l'intérieur. La curiosité le submergea. Il attendit que Marie monte dans la chambre de Théo, puis descendit à la cuisine. Il trouva le sac sur la table. À l'intérieur, il y avait encore de la laine. Cette fois, de couleur bleu foncé, le même bleu que les étoiles sur la couverture de Théo. Et il y avait autre chose, un ticket de caisse. Le ticket venait d'un magasin de tissus du centre-ville. Il était froissé, comme si quelqu'un l'avait gardé dans sa poche à plusieurs reprises. Jean-Pierre le lut avec le cœur battant, la chamade. Laine mérinos hypoallergénique bleu marine, 423 €. Aiguilles en bambou numéro 8, 150 €. Fil à broder bleu foncé, 45 €. La date du ticket était d'il y a 6 mois. Marie planifiait cela depuis presque le début, depuis les premières semaines de travail. Elle avait acheté les matériaux avec son propre argent, mois après mois, sacrifiant Dieu sait combien de choses, pour pouvoir tricoter une couverture au fils d'un homme qui la regardait à peine. Jean-Pierre s'assit sur une chaise de la cuisine. Il regarda le ticket pendant longtemps, et il commença à faire des calculs. 6 pelotes de laine crème à 847 € chacune, 4 pelotes de laine bleue à 423 € chacune, aiguilles, fils, autres matériaux, total approximatif, 7 000 €. Marie gagnait 7 200 € par mois. Elle avait dépensé près d'1 mois complet de salaire en matériaux pour tricoter une couverture pour Théo. Une employée qui vivait dans une chambre de service de 3 mètres sur 3 mètres. Une employée qui n'avait pas de famille connue. Une employée qui ne demandait jamais rien, qui ne se plaignait jamais, qui faisait son travail en silence et sans attendre de reconnaissance. Cette employée avait investi tout ce qu'elle avait dans le fils d'une autre personne. Jean-Pierre ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre. Dans son monde, les gens faisaient des choses pour l'argent, pour le pouvoir, pour la reconnaissance. Personne ne faisait quelque chose d'aussi grand pour rien, à moins qu'il n'y ait une raison, et il y en avait une. Jean-Pierre la découvrit le jour même, de la manière la plus inattendue. Théo était dans le jardin, assis sur un banc sous le magnolia. Marie était à ses côtés, tricotant quelque chose de petit, peut-être un carré d'entraînement. Jean-Pierre les observait depuis la fenêtre du 2e étage, comme il l'avait fait tant de fois ces dernières semaines. Et alors, il entendit Théo lui poser une question. « Marie, pourquoi sens-tu toujours la lavande ?» La voix de l'enfant parvint clairement à travers la fenêtre ouverte. Jean-Pierre se rapprocha un peu plus, retenant son souffle. Marie arrêta de tricoter. Elle regarda Théo avec un sourire triste que Jean-Pierre ne lui avait jamais vu. « Parce que mon fils aussi aimait la lavande, » dit-elle. Théo pencha la tête. « Tu as un fils ?»« J'en avais un, » corrigea Marie. « Il s'appelait Léo.
Il avait 6 ans quand Dieu l'a rappelé à lui. Jean-Pierre sentit le monde s'arrêter. Marie continua à parler, avec la voix douce et posée de quelqu'un qui a raconté cette histoire de nombreuses fois dans sa tête, mais rarement à voix haute. Léo est né avec des problèmes pulmonaires. Les médecins ont dit qu'il ne vivrait pas plus d'1 an, mais il a vécu 6 ans. 6 années de lutte, 6 années de nuits blanches, 6 années à le voir trembler de froid, parce que son petit corps ne pouvait pas se réchauffer seul. Théo ne dit rien, il écoutait simplement, les yeux grands ouverts. Je lui tricotais des couvertures, continua Marie. Je tricotais et je tricotais, mais je n'ai jamais trouvé la formule correcte. Elles étaient toujours trop chaudes ou trop froides. Et une nuit de janvier, Léo a eu une crise. Sa température a trop baissé et je n'ai pas pu le réchauffer à temps. Marie s'arrêta. Jean-Pierre vit comment elle essuyait une larme avec le dos de sa main. « Il est mort dans mes bras », dit-elle, en tremblant, de froid, et je n'ai rien pu faire pour le sauver. Le silence qui suivit était si dense que Jean-Pierre pouvait le sentir lui comprimer la poitrine. Et alors, Théo fit quelque chose que Jean-Pierre n'oublierait jamais. L'enfant de 9 ans, atteint de mucoviscidose, se leva du banc, il marcha vers Marie et il la prit dans ses bras. Il ne la prit pas dans ses bras comme un enfant prend une employée dans ses bras, il la prit dans ses bras comme un fils prend une mère dans ses bras, avec force, avec amour, avec la certitude que cette personne le protégerait de tout. « Tu ne vas pas me laisser avoir froid », dit Théo. « N'est-ce pas, Marie ?» Marie pleura. Elle pleura comme Jean-Pierre ne l'avait jamais vu pleurer. Elle pleura avec des sanglots silencieux qui secouaient tout son corps. Et elle serra Théo dans ses bras comme si l'enfant était la seule chose qui la maintenait debout. « Jamais, mon petit, jamais tu n'auras froid tant que je vivrai. » Le soleil de l'après-midi illuminait la scène comme si c'était un tableau. Le magnolia projetait des ombres douces sur les deux. Le vent agitait les feuilles avec un murmure tranquille. Et Jean-Pierre, depuis la fenêtre, voyait quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans sa maison. Il voyait de l'amour. Pas l'amour qui s'achète avec des cadeaux, pas l'amour qui se démontre avec des voyages chers, pas l'amour qui se mesure en euros. Il voyait l'amour qui se donne sans attendre rien, l'amour qui fait mal parce qu'il est réel, l'amour qui transforme parce qu'il vient de l'âme. Et cet amour ne venait pas de lui. Il venait d'une femme qui nettoyait ses sols. Jean-Pierre s'éloigna de la fenêtre, il marcha jusqu'à son bureau, ferma la porte. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, le PDG d'une entreprise pharmaceutique multimilliardaire s'assit sur le sol, se couvrit le visage avec ses mains et pleura comme un enfant. Maintenant, il comprenait. Marie ne tricotait pas une couverture pour Théo. Elle tricotait la couverture qu'elle n'a jamais pu terminer pour Léo. Elle sauvait Théo parce qu'elle n'avait pas pu sauver son propre fils. Elle donnait l'amour qui lui restait coincé dans la poitrine depuis 15 ans, cherchant une issue, cherchant un but. Et elle l'avait trouvé dans un enfant qui n'était pas le sien, dans un enfant qui tremblait de froid comme Léo, dans un enfant qui avait besoin exactement de ce qu'elle pouvait donner. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Jean-Pierre comprit à ce moment avec une clarté dévastatrice. Marie n'avait pas échoué avec Léo par manque d'amour. Elle avait échoué parce qu'elle ne savait pas suffisamment. Elle n'avait pas les ressources. Elle n'avait pas les connaissances. Mais elle avait appris. Au cours des 15 années qui ont suivi la mort de son fils, elle avait tout appris sur la thermorégulation, sur les laines hypoallergéniques, sur les poids spécifiques des couvertures. Elle avait étudié sans avoir de patient. Elle avait pratiqué sans avoir de but, jusqu'à ce qu'elle arrive à la maison des Dubois et qu'elle voit Théo et toutes ses connaissances, toute cette préparation, tout cet amour accumulé pendant 15 ans avait enfin une destination. Que feriez-vous à la place de Jean-Pierre? Que feriez-vous si vous découvriez qu'une employée donnait tout ce qu'elle a pour sauver votre enfant? Que ferais-tu si tu savais qu'elle faisait tout ça? Non pas pour l'argent, non pas pour la reconnaissance, mais parce que son cœur brisé avait besoin de guérir. Si tu n'as encore rien ressenti, vérifie si tu as encore un pouls, parce que ce qui va suivre, c'est le moment qui a tout changé. Cette nuit-là,
Jean-Pierre descendit à la cuisine vers 23 heures. Il n'arrivait pas à dormir, pas après ce qu'il avait entendu. Et il y trouva Marie, assise sur une chaise de la cuisine, tricotant à la lumière d'une petite lampe, tricotant quelque chose de bleu. Elle le vit et se leva immédiatement, cachant le tricot derrière son dos, comme une enfant prise en flagrant délit de faire une bêtise. « Monsieur Dubois, je vous prie de m'excuser, j'allais justement me coucher. J'étais juste... » Jean-Pierre leva la main pour l'arrêter. « Je sais pour Théo, dit-il. » Marie pâlit. Ses mains commencèrent à trembler. La pelote de laine bleue tomba au sol et roula jusqu'aux pieds de Jean-Pierre. « Monsieur, je peux expliquer. »« Vous n'avez rien à expliquer, » l'interrompit Jean-Pierre. « Je voulais juste vous dire quelque chose. » Marie le regarda avec des yeux remplis de peur. Peur d'être renvoyée. Peur de perdre le seul endroit où elle avait trouvé un but en 15 ans. Peur qu'on lui retire Théo comme on lui avait retiré Carlitos. Mais Jean-Pierre ne dit pas ce qu'elle attendait. « Merci, dit-il, d'une voix brisée, avec des larmes dans les yeux, avec l'humilité d'un homme qui comprenait enfin à quel point il en savait peu sur l'amour. » Marie ne répondit pas. Elle resta là, tremblante, les yeux remplis de larmes qu'elle n'osait pas laisser couler. Jean-Pierre ramassa la pelote de laine du sol. Il la regarda pendant un moment, et puis il la rendit à Marie. « Terminez la couverture, dit-il. Théo en a besoin, et je crois que vous aussi. » Et alors il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait avec aucune employée de sa vie. Il la serra dans ses bras. Il la serra dans ses bras, comme on serre quelqu'un qui vous a sauvé la vie, comme on serre quelqu'un qui a fait l'impossible sans rien attendre en retour. Comme on serre quelqu'un qui n'est plus une employée, mais quelque chose d'autre, quelque chose pour lequel Jean-Pierre n'avait pas de nom. Marie pleura sur son épaule pendant 5 minutes, et Jean-Pierre la laissa pleurer, parce qu'il comprenait que ses larmes n'étaient pas seulement pour Théo, elles étaient pour Carlitos. Elles étaient pour 15 ans de culpabilité. Elles étaient pour une permission que Marie ne s'était jamais accordée à elle-même. La permission d'aimer un autre enfant sans avoir l'impression de trahir son fils mort. Quand ils se séparèrent, Marie le regarda avec des yeux rouges, mais avec une paix que Jean-Pierre ne lui avait jamais vue auparavant. « Monsieur n'est pas fâché ?» demanda-t-elle. Jean-Pierre secoua la tête. « J'ai honte, dit-il. Honte qu'une employée doive m'apprendre comment aimer mon propre fils. » Marie sourit, un sourire petit, triste, mais authentique. L'amour ne s'enseigne pas, monsieur, il se donne tout simplement. Et vous, vous avez beaucoup à donner. Simplement, vous le gardiez au mauvais endroit. Jean-Pierre ne sut pas quoi répondre à ça. Alors, il ne dit rien, il hocha juste la tête, se retourna et monta dans sa chambre. Mais il n'alla pas se coucher. Il alla dans la chambre de Théo, il ouvrit la porte doucement, regarda son fils dormir sous la couverture étoilée, et pour la première fois depuis des années, il ne ressentit pas de culpabilité, il ne ressentit pas de peur, il ne ressentit pas l'urgence de fuir au bureau pour échapper à la réalité. Il ressentit juste de l'amour. Il s'assit sur la chaise à côté du lit, la même chaise où Marie s'asseyait chaque matin à 6 heures, et il resta là toute la nuit à regarder son fils dormir, à écouter sa respiration tranquille, à sentir la chaleur de la couverture tricotée avec amour. Quand le soleil commença à se lever, Jean-Pierre se leva, embrassa le front de Théo et sortit de la chambre avec une décision prise. Il allait changer, pas par obligation, pas par culpabilité, mais parce qu'il avait enfin compris quelque chose que Marie savait depuis le début. L'amour ne s'achète pas avec de l'argent. L'amour se tricote, maille après maille, heure après heure, jour après jour, avec patience, avec dévouement, avec la volonté de donner sans rien attendre en retour. Et Jean-Pierre était prêt à commencer à tricoter. Mais le destin avait d'autres plans. 3 semaines après cette nuit dans la cuisine, quelque chose changea, quelque chose que personne n'avait vu venir. Théo se réveilla un matin avec de la fièvre. Pas la fièvre habituelle d'un rhume, une fièvre à 39,8 degrés qui ne baissait avec rien, une fièvre qui, chez un enfant atteint de mucoviscidose, pouvait signifier une infection pulmonaire grave.
Jean-Pierre appela les meilleurs médecins, les meilleurs spécialistes. Ils vinrent en moins de 2 heures au manoir, firent des examens, prélevèrent des échantillons, connectèrent des machines. Le diagnostic arriva le soir même. Pseudomonas aeruginosa, une bactérie qui attaque les poumons des patients atteints de mucoviscidose. Une bactérie qui peut être mortelle si elle n'est pas traitée à temps. Jean-Pierre écouta les mots du pneumologue comme s'ils venaient de très loin. Hospitalisation immédiate, antibiotiques intraveineux, surveillance constante, chirurgie éventuelle si l'infection se propage. Théo fut transféré à l'hôpital le soir même. Jean-Pierre alla avec lui, ne se sépara pas de son côté un seul instant. Mais quand ils arrivèrent à l'hôpital, quand les infirmières commencèrent à connecter les câbles et les tubes au petit corps de Théo, l'enfant fit quelque chose qui brisa le cœur de Jean-Pierre. Il pleura. Mais il ne pleura pas par peur des aiguilles. Il ne pleura pas à cause de la douleur. Il pleura pour autre chose. « Ma couverture », dit-il d'une voix faible. « Je veux ma couverture étoilée. Je ne peux pas dormir sans elle. » Jean-Pierre le regarda sans comprendre. Au milieu de tout ce chaos, au milieu de la peur et de l'urgence, son fils de 9 ans ne voulait qu'une couverture. « Nous ne l'avons pas apportée, » dit Jean-Pierre. « Mais je peux demander qu'on l'apporte. »« Non, » dit Théo. « C'est Marie qui doit l'apporter. Elle sait comment la mettre. Elle sait où j'aime qu'elle soit ajustée et où j'aime qu'elle soit lâche. Personne d'autre ne sait. » Jean-Pierre sentit quelque chose s'effondrer en lui. Son fils. Le fils dont il avait pris soin pendant 9 ans. Le fils pour qui il avait payé des millions en traitement préférait une employée de maison dans ce moment de crise. Préférait les mains de Marie aux siennes. Et Jean-Pierre ne pouvait pas lui en vouloir. Parce que c'était vrai. Marie connaissait Théo d'une manière qu'il ne s'était jamais donné la peine de connaître. Il passa l'appel. À 23 heures. Marie arriva à l'hôpital avec la couverture étoilée dans les bras. Elle entra dans la chambre comme si c'était sa propre maison, sans peur, sans doute. Elle alla directement au lit de Théo, lui enleva les draps de l'hôpital, lui mit la couverture étoilée, ajusta chaque coin avec une précision millimétrique, desserra la partie des pieds parce que Théo détestait se sentir piégé, serra la partie de la poitrine parce que c'était là qu'il avait le plus froid. Et puis elle s'assit à côté du lit, prit la main de Théo et commença à chanter. C'était une chanson en espagnol que Jean-Pierre ne reconnaissait pas. Une berceuse, peut-être. Une chanson que Marie chantait probablement à Carlitos il y a 15 ans. Une chanson qui était restée enfouie dans sa mémoire, attendant un autre enfant à qui la chanter. Théo ferma les yeux. Sa respiration se calma. La fièvre ne baissa pas. Mais l'enfant cessa de trembler, cessa de pleurer, cessa d'avoir peur. La chanson de Marie emplissait la chambre stérile de l'hôpital comme un encens. Elle adoucissait les angles vifs des machines, chauffait le froid des murs blancs, transformait ce lieu de maladie en un refuge de paix. Les infirmières qui passaient dans le couloir s'arrêtaient pour écouter. Certaines souriaient, d'autres essuyaient des larmes discrètes. Aucune n'interrompait. Parce que toutes reconnaissaient ce qui était en train de se passer. Toutes avaient vu beaucoup de choses pendant leurs années de travail, mais peu avaient vu quelque chose comme ça. Une femme qui n'était pas mère, qui n'était pas infirmière, qui n'avait rien d'officiel, donnant plus d'amour en une nuit que beaucoup de parents n'en donnent dans toute une vie. Jean-Pierre observait depuis une chaise dans le coin de la chambre. Il observait son fils en paix. Il observait Marie le soigner avec une dévotion qu'il n'avait jamais pu donner. Et il comprenait, enfin, ce que signifiait être père. Ce n'était pas payer des factures d'hôpital, ce n'était pas embaucher des spécialistes, ce n'était pas acheter les meilleures couvertures du monde, c'était être là, présent, avec les mains prêtes à faire ce qui était nécessaire, avec le cœur ouvert pour donner sans rien attendre en retour, comme Marie. Cette nuit-là, Jean-Pierre ne dormit pas. Il resta sur la chaise, regardant Théo dormir sous la couverture étoilée, écoutant Marie fredonner des chansons à voix basse chaque fois que l'enfant bougeait, et il prit une décision. Le lendemain matin, quand le médecin entra pour examiner Théo, Jean-Pierre l'arrêta à la porte. «
Je dois vous parler, dit-il, à propos de la femme qui est là-dedans. » Le docteur jeta un coup d'œil dans la chambre. Il vit Marie assise près du lit, avec la main de Théo entre les siennes. « C'est une infirmière ?» demanda le docteur. « Non, dit Jean-Pierre, c'est l'aide à domicile. » Le docteur fronça les sourcils, confus. « Alors, pourquoi est-elle là? Les visites ne sont pas autorisées pendant la nuit. » Jean-Pierre sourit, un sourire fatigué, mais sincère. « Parce que mon fils a plus besoin d'elle que de moi, et parce qu'elle s'occupe de lui mieux que n'importe quelle infirmière que j'ai connue. » Le docteur ne sut pas quoi répondre. Jean-Pierre continua. « Je veux que vous l'incluiez dans l'équipe de soins de Théo, officiellement. Je veux qu'elle ait accès à sa chambre 24 heures sur 24. Je veux qu'elle puisse prendre des décisions concernant son confort quand je ne suis pas là. » « C'est très irrégulier, » dit le docteur. Jean-Pierre le regarda dans les yeux. « Docteur, vous soignez mon fils depuis 7 ans. Vous l'avez vu empirer année après année. Vous avez vu comment aucun médicament, aucune thérapie, aucune technologie ne parvenait à lui donner une nuit de sommeil tranquille. Et maintenant, regardez-le. Regardez comme il dort. Regardez son visage. À quand remonte la dernière fois que vous l'avez vu aussi tranquille ?» Le docteur jeta un coup d'œil dans la chambre. Il vit Théo endormi, avec un demi-sourire aux lèvres, serrant la couverture étoilée comme un trésor. « Jamais, » admit le docteur. « Je ne l'avais jamais vu comme ça. Cette femme, » dit Jean-Pierre, désignant Marie, « a réalisé en 8 mois ce que vous et votre équipe n'avez pas réussi en 7 ans. Et elle l'a fait avec des aiguilles à tricoter en bambou et de la laine de Lozère. Alors pardonnez-moi si elle me semble plus compétente que n'importe quel spécialiste qui m'a coûté une fortune. » Le docteur ne discuta pas. Il se contenta d'acquiescer et sortit de la chambre. À partir de ce jour, Marie eut un accès illimité à l'hôpital. Les infirmières la regardèrent avec curiosité au début, mais elles commencèrent vite à la respecter. Elles virent comment Théo se calmait quand elle entrait. Elles virent comment sa fièvre baissait plus vite quand elle lui mettait la couverture étoilée. Elles virent comment l'enfant souriait quand elle lui racontait des histoires de son village. Une des infirmières, une femme plus âgée appelée Lucie, s'approcha de Marie le 3e jour. « Qu'est-ce qu'elle a cette couverture ?» demanda-t-elle. « J'ai vu beaucoup de choses en 30 ans d'infirmerie, mais je n'ai jamais vu un patient réagir comme ça à un morceau de tissu. » Marie sourit. « Ce n'est pas la couverture, » dit-elle. « C'est ce qui est tissé à l'intérieur. » Lucie fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Marie prit un coin de la couverture et le montra à Lucie. « Vous voyez ces points de suture? Chacun est une prière. Chaque rangée est une heure que j'ai passée à penser à comment faire pour que Théo n'ait pas froid. Chaque étoile est un souhait pour que cet enfant vive une vie longue et heureuse. » Lucie regarda la couverture avec d'autres yeux. « Combien de temps avez-vous mis pour la faire ?»« 8 mois, dit Marie, 2 heures chaque matin avant de commencer le ménage. Plus de temps le soir quand je n'arrivais pas à dormir. Et vous l'avez payé avec votre propre argent. » Marie acquiesça. Lucie ne dit rien de plus. Elle resta juste à regarder la couverture, la touchant avec des doigts doux, comme si elle pouvait sentir les prières tissées dans chaque point de suture. Cette nuit-là, Lucie raconta aux autres infirmières l'histoire de Marie, et le lendemain, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les infirmières commencèrent à apporter des choses. L'une apporta une pelote de laine bleue qu'elle avait gardée chez elle. Une autre apporta des aiguilles à tricoter qui avaient appartenu à sa grand-mère. Une autre apporta du fil à broder dans des couleurs qui s'accordaient avec la couverture étoilée. Et elles demandèrent à Marie de leur apprendre à tricoter. « Nous voulons faire des couvertures pour les autres enfants, » dit Lucie. « Les autres enfants du service de pneumologie, ceux qui ont aussi froid la nuit, ceux qui ont aussi besoin de quelque chose qui les fasse se sentir en sécurité. » Marie les regarda avec les yeux humides. « Mais je ne suis pas maîtresse, dit-elle. Je suis juste une aide à domicile qui a appris à tricoter avec sa grand-mère. » Lucie prit ses mains entre les siennes. « Vous êtes bien plus que ça, dit-elle. Vous êtes quelqu'un qui sait donner de l'amour d'une manière que nous, avec tous nos diplômes et uniformes, avons oublié depuis longtemps. » Marie accepta.
cette semaine-là, tandis que Théo se remettait lentement de l'infection. Marie enseigna à 6 infirmières à tricoter des couvertures. Elle leur enseigna à choisir la laine correcte. Elle leur enseigna à calculer le poids idéal. Elle leur enseigna à faire des points de suture ouverts pour la ventilation et des points de suture fermés pour la chaleur. Mais surtout, elle leur enseigna quelque chose qui ne figurait dans aucun manuel d'infirmerie. Elle leur enseigna à tricoter avec amour, à penser aux patients pendant qu'elle tricotait, à prier pour sa santé à chaque point de suture, à mettre dans la laine tout ce qu'elle ne pouvait pas exprimer avec des mots, et ça fonctionna. Les infirmières commencèrent à remarquer des changements. Les enfants qui reçurent les couvertures tricotées à la main dormaient mieux, pleuraient moins, se rétablissaient plus vite. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas de la médecine, c'était quelque chose de plus simple et de plus profond. C'était la chaleur de l'amour humain tissée dans chaque point de suture. C'était l'intention bonne convertie en laine. C'était la preuve que la science n'explique pas tout, mais le cœur, lui, sent tout. Un enfant de 6 ans, atteint d'asthme sévère, cessa de se réveiller effrayé quand on lui mit sa couverture tricotée. Une petite fille de 4 ans, atteinte de pneumonie, a cessé de pleurer la nuit. Un adolescent de 15 ans, atteint de mucoviscidose, comme Théo, a dit à sa mère quelque chose qui l'a fait pleurer. « Maman, cette couverture, on dirait un câlin qui n'en finit jamais. » Et c'était exactement ce que Marie voulait. C'était exactement ce qu'elle avait appris en 15 ans de deuil, que les câlins physiques finissent, mais les câlins tissés en laine restent. 2 semaines plus tard, quand Théo a finalement pu sortir de l'hôpital, le service de pneumologie de l'hôpital avait 12 nouvelles couvertures. 12 couvertures tricotées à la main par des infirmières qui s'étaient souvenues pourquoi elles avaient choisi cette profession. 12 couvertures qui couvraient maintenant 12 enfants, qui auparavant tremblaient de froid la nuit. Jean-Pierre a payé pour toute la laine. Il a payé pour plus d'aiguilles. Il a payé pour un atelier de tricot que Marie a donné aux infirmières des autres services. Mais il ne l'a pas fait par charité. Il ne l'a pas fait pour améliorer son image. Il l'a fait parce qu'il comprenait enfin l'argent ne sert à rien s'il n'est pas utilisé pour multiplier l'amour. Et Marie avait trouvé une manière de multiplier l'amour, avec de la laine et des aiguilles en bambou, une manière qu'aucun de ces millions n'avait pu trouver. Certaines personnes vont mettre cette vidéo en pause ici. Ils vont dire que c'est trop, qu'ils ne peuvent pas gérer autant d'émotions, et c'est normal. Respirez, prenez un moment, mais je vous promets que ce qui vient en vaut la peine, parce que je ne vous ai pas encore raconté ce qui s'est passé quand Théo est rentré à la maison. Le jour où Théo est sorti de l'hôpital, Jean-Pierre a organisé un petit comité d'accueil, des ballons à l'entrée, un gâteau au chocolat, le préféré de Théo, de la musique douce. Tout ce qu'un père avec des millions pouvait acheter. Mais Théo n'a pas regardé les ballons. Il n'a pas regardé le gâteau, il n'a pas écouté la musique, il a regardé Marie et il a couru vers elle. Il l'a serrée dans ses bras, avec toute la force que son petit corps affaibli pouvait donner. Il l'a serrée dans ses bras, comme il n'avait serré personne dans ses bras depuis longtemps, et il a dit quelque chose qui a changé la vie de tous, dans cette maison, pour toujours. Merci de ne pas me laisser avoir froid, maman Marie, maman Marie. Jean-Pierre a entendu ces mots, et il a senti que le monde s'arrêtait. Son fils, le fils qui avait perdu sa mère il y a 5 ans, venait d'appeler l'aide à domicile. Maman, mais il n'a pas ressenti de jalousie. Il n'a pas ressenti de tristesse. Il n'a pas senti qu'on lui enlevait quelque chose. Il a ressenti un soulagement. Le soulagement que Théo est quelqu'un à qui dire maman. Le soulagement que son fils ne soit pas seul, dans ce vide qu'Elena avait laissé. Le soulagement que l'amour de Marie ait rempli un espace qu'il n'a jamais pu remplir. Marie a pleuré. Elle a pleuré avec des sanglots qui sortaient du plus profond de son être. Elle a pleuré pour Théo. Elle a pleuré pour Carlitos. Elle a pleuré pour toutes ces années où elle a cru qu'elle n'entendrait plus jamais ce mot, dirigé vers elle. Et elle a serré Théo dans ses bras, comme si sa vie en dépendait. Moi non plus. Je ne te laisserai jamais avoir froid. Mon enfant, jamais.
Cette nuit-là, Jean-Pierre a appelé Marie dans son bureau. Il avait pris une décision. « Marie, je veux vous offrir quelque chose, » dit-il. « Mais avant, il faut que vous sachiez que vous pouvez dire non. Il n'y aura aucune conséquence. Vous continuerez à travailler ici. Vous continuerez à prendre soin de Théo et rien ne changera. » Marie le regarda avec des yeux confus, mais attentifs. Jean-Pierre continua. « Je veux que vous cessiez d'être une aide à domicile dans cette maison. Je veux vous offrir le poste de gardienne officielle de Théo, avec un salaire en conséquence, avec des avantages, avec un contrat formel. » Marie ouvrit la bouche pour répondre, mais Jean-Pierre leva la main. « Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je veux que vous sachiez que ce n'est pas de la charité. Je ne vous paie pas pour ce que vous avez déjà fait. Ça n'a pas de prix. Je vous paie pour ce que vous allez continuer à faire, pour les soins que vous donnez à mon fils, pour l'amour que vous donnez à mon fils, pour être la mère dont il a besoin et que je ne pourrai jamais être. » Marie resta silencieuse pendant un long moment. Elle regarda le sol, elle regarda ses mains, les mêmes mains qui avaient tricoté la couverture d'étoiles, les mêmes mains qui avaient tenu Théo dans les nuits d'hôpital, les mêmes mains qui avaient fait ce qu'aucune autre main n'avait pu faire. Et puis elle regarda Jean-Pierre. « Monsieur, je vous remercie de cette offre, mais je ne peux pas accepter l'augmentation de salaire. » Jean-Pierre fronça les sourcils. « Pourquoi pas? Parce que si j'accepte de l'argent pour prendre soin de Théo, alors ça cesse d'être de l'amour, » dit Marie. « Ça devient du travail, et je ne veux pas que ce soit du travail. Je veux que ce soit ce que ça a toujours été, un cadeau. De mon cœur au sien. » Jean-Pierre ne sut pas quoi dire. Marie continua. « Ce que je veux, si vous me le permettez, c'est qu'on cesse de m'appeler l'aide à domicile. Je ne veux plus d'uniforme. Je ne veux plus d'horaire. Je veux juste être ici, pour Théo, pour vous si vous avez besoin de moi, comme faisant partie de cette famille. » Jean-Pierre sentit que ses yeux se remplissaient de larmes. « C'est exactement ce que je voulais vous offrir, » dit-il. « Mais je ne savais pas comment le dire, sans que ça sonne comme de la charité. » Marie sourit. « Nous sommes tous les deux mauvais avec les mots, monsieur, mais bons avec les actions, et c'est ce qui compte. » Cette nuit-là, Jean-Pierre fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il sortit ses aiguilles à tricoter, les mêmes aiguilles que Marie lui avait offertes, il y a 2 semaines, avec l'espoir qu'il apprenne. Les mêmes aiguilles qu'il avait gardées dans un tiroir, parce qu'il n'avait pas le temps, et il commença à s'entraîner. Le premier carré était horrible, de travers, inégal, avec des trous là où il ne devait pas y avoir de trous. Mais il ne le jeta pas, il le garda dans la poche de sa robe de chambre. Le deuxième carré était un peu mieux, toujours de travers, mais reconnaissable. Le troisième carré était presque parfait. Il continua à s'entraîner chaque nuit. Après que Théo dormait, après avoir vérifié ses emails, au lieu de se servir un whisky et de regarder par la fenêtre, comme il le faisait avant, maintenant il s'asseyait sur le canapé de son bureau et tricotait. Marie le trouva une nuit. 1 semaine plus tard, elle entra dans le bureau pour lui apporter un thé, et elle le vit là, concentré, avec les aiguilles dans les mains, et la langue légèrement sortie, à cause de la concentration. Elle ne dit rien. Elle sourit juste, et elle s'assit à côté de lui. Elle lui prit la main, elle corrigea la position de ses doigts. Elle lui montra comment faire un point plus régulier. Et pendant 1 heure, père et fils potentiels, parce que c'est ce que Jean-Pierre commençait à ressentir envers Marie, une compagne, une famille, tricotèrent ensemble en silence. Ils ne parlèrent pas de Théo, ils ne parlèrent pas de Carlitos, ils ne parlèrent pas de couverture, ni d'hôpitaux, ni de maladies. Ils tricotèrent juste, et dans ce silence, Jean-Pierre comprit quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. L'amour n'a pas besoin de mots, il n'a pas besoin d'explications, il n'a pas besoin de justification. L'amour a juste besoin de présence, de patience, de volonté d'être là, comme Marie avait été là pour Théo, comme il commençait à être là pour son fils, comme les 3 commençaient à être quelque chose que personne n'attendait.
Une famille, 6 mois se sont écoulés depuis. Théo a 10 ans maintenant. Elle a toujours la mucoviscidose. Elle a toujours besoin de traitements, de médicaments et de consultations médicales. La maladie n'a pas disparu. Les miracles ne fonctionnent pas comme ça. Mais quelque chose a changé. Théo n'a plus froid. Il dort chaque nuit sous sa couverture d'étoiles. La même couverture que Marie a tricotée il y a plus d'1 an. La même couverture qui est maintenant un peu usée au coin, un peu décolorée par les lavages, mais qui reste l'objet le plus précieux dans la vie de Théo. Marie n'est plus employée de maison. Elle vit dans la chambre d'amis de la demeure du bois. Elle a sa propre salle de bain, son propre salon, son propre espace. Mais elle passe la plupart de son temps dans la chambre de Théo, ou dans la cuisine, ou dans le jardin sous le magnolia. Elle continue de tricoter. Mais elle ne tricote plus seule. Jean-Pierre a appris, après des centaines de carrés de travers, après des dizaines de nuits d'entraînement, il a finalement réussi à tricoter quelque chose de pas trop honteux. Un bonnet. Un bonnet bleu avec des étoiles jaunes qu'il a offert à Théo pour son anniversaire. Théo a pleuré quand il l'a vu. Pas parce que c'était le cadeau le plus cher, pas parce que c'était le plus beau. Il a pleuré parce que son papa l'avait fait de ses propres mains, comme Marie le faisait avec lui, comme les personnes qui aiment vraiment font. Jean-Pierre a aussi pleuré. Il a pleuré parce qu'il comprenait enfin ce que Marie savait depuis le début, que l'amour ne se démontre pas avec des cartes de crédit, que l'amour se démontre avec du temps, avec des efforts, avec la volonté de faire quelque chose de difficile pour quelqu'un qu'on aime. Chaque maille de ce bonnet avait été une petite bataille. Chaque rangée avait été une heure volée au sommeil. Chaque étoile jaune avait été un souhait silencieux pour que son fils soit heureux. Et Théo le savait, il le sentait, il l'embrassait. Ce bonnet de travers, imparfait, fait par un homme qui n'avait jamais tenu des aiguilles à tricoter de sa vie, valait plus que tous les cadeaux que Jean-Pierre avait achetés en 9 ans. Parce qu'on ne peut pas acheter ce qui est tissé avec amour. L'hôpital de l'AP-HP a maintenant un programme officiel de couverture tricoté pour les patients en pneumologie. Il s'appelle le programme Théo. Marie l'a nommé ainsi. Jean-Pierre l'a financé. 100 infirmières ont appris à tricoter. 1000 couvertures ont été distribuées. 1000 enfants ont cessé de trembler de froid dans les nuits d'hôpital. Et chaque couverture, dans le coin inférieur, a 2 lettres brodées. MT, Marie et Théo, ou Maman et Théo, ou Merveille et Tendresse. Cela dépend de qui lit, cela dépend de qui a besoin de la couverture. Cette histoire ne devrait pas exister. Il ne devrait pas y avoir une employée de maison qui dépense tout son salaire en laine pour le fils d'un millionnaire. Il ne devrait pas y avoir un enfant qui cesse de trembler grâce à une couverture tricotée à la main. Il ne devrait pas y avoir un père qui apprend à aimer en voyant une étrangère faire ce qu'il n'a pas pu faire. Mais elle existe, parce que le monde, malgré tout le mal, a encore des personnes comme Marie, des personnes qui donnent sans attendre, des personnes qui aiment sans condition, des personnes qui tricotent des couvertures en silence, à 6 heures du matin, avant de commencer à nettoyer des sols qui ne sont pas les leurs. Et si vous écoutez ceci, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous fassiez quelque chose. Pensez à quelqu'un qui fait quelque chose pour vous sans attendre rien en retour. Un père, une mère, un frère, une amie, quelqu'un. Et dites-lui merci. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Parce que les personnes comme Marie n'attendent pas de reconnaissance. Mais elles la méritent. Et parce que peut-être, juste peut-être, le jour où vous leur direz merci sera le jour où ils avaient le plus besoin de l'entendre. La dernière fois que j'ai vu Théo, c'était sur une photo que Jean-Pierre a publiée sur ses réseaux sociaux. Ce n'était pas une photo de son entreprise. Ce n'était pas une photo de son dernier voyage d'affaires. Ce n'était pas une photo d'une réussite professionnelle. C'était une photo de 3 personnes assises sur un canapé. Jean-Pierre, Marie, Théo. Les 3 en train de tricoter. Jean-Pierre avec son bonnet à moitié terminé, Marie avec une nouvelle couverture aux couleurs de l'arc-en-ciel, Théo avec un petit carré qu'il apprenait à faire. Et sous la photo, un texte simple. Je ne savais pas tricoter, je ne savais pas aimer,
Je ne savais pas être père. Elle m'a appris les 3 choses. Merci, Marie, d'avoir donné de la chaleur à mon fils quand je ne savais que lui donner de l'argent. La photo a eu des milliers de commentaires. Des milliers de personnes partageant leurs propres histoires d'employés de maison, d'aide à domicile, de personnes invisibles qui ont fait des choses extraordinaires. Mais il y a eu un commentaire qui m'a arrêté. Il était de Théo, écrit depuis le compte de son papa, évidemment, parce qu'un enfant de 10 ans n'a pas de réseaux sociaux. Il disait la chose suivante. Ma maman Marie m'a fait une couverture d'étoiles parce que je voulais toucher les étoiles. Maintenant, et chaque nuit, quand je me couvre avec elle, je sens que je suis en train de toucher les étoiles. Et je n'ai jamais froid, plus jamais. Il n'a plus jamais froid maintenant. Ce sont les mots du titre de cette vidéo. Et maintenant, vous savez ce qu'il signifie. Il ne signifie pas que la mucoviscidose est guérie. Il ne signifie pas que Théo n'est plus malade. Il ne signifie pas que tout est parfait. Il signifie qu'un enfant de 9 ans a cessé de trembler la nuit grâce à une couverture tricotée avec amour par une femme qui a perdu son propre fils il y a 15 ans. Il signifie que l'amour peut faire ce que l'argent ne peut pas. Il signifie qu'il y a des anges parmi nous. Et certains portent des uniformes d'aide à domicile. Vous avez 2 options maintenant. Vous pouvez fermer cette vidéo et oublier ce que vous avez entendu. Continuez votre journée. Faire ce que vous aviez à faire, ou vous pouvez faire quelque chose de différent. Vous pouvez appeler cette personne qui prend soin de vous sans attendre rien. Vous pouvez remercier celle qui vous a donné de la chaleur quand vous aviez froid. Vous pouvez être, ne serait-ce que pour un moment, comme Marie. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de millionnaires. Le monde a besoin de plus de personnes qui tricotent, maille après maille, heure après heure, jour après jour, avec patience, avec dévouement, avec amour, comme Marie, comme nous devrions tous être. Et si cette histoire vous a ému, si vous sentez que quelque chose a changé en vous, ne gardez pas ce sentiment, partagez-le. Racontez-le à quelqu'un. Laissez un commentaire racontant votre propre histoire de quelqu'un qui vous a donné de la chaleur quand vous en aviez besoin. Parce que les histoires comme celle-ci méritent d'être racontées. Et les personnes comme Marie méritent d'être rappelées. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et rappelez-vous, n'ayez jamais froid. Et ne laissez jamais personne autour de vous avoir froid non plus. C'est tout ce que Marie voulait. Et c'est tout ce que nous devons apprendre. Parce qu'à la fin, quand tout sera terminé, quand nous ne serons plus là, personne ne se souviendra de combien d'argent nous avions, personne ne se souviendra de quelle voiture nous conduisions, personne ne se souviendra de la taille de notre maison. Ce dont ils se souviendront, c'est de ce que nous leur avons fait ressentir. Si nous leur avons fait sentir au chaud quand ils avaient froid, si nous leur avons fait sentir aimés quand ils se sentaient seuls, si nous leur avons tricoté une couverture de nos propres mains, quand le monde entier leur disait qu'il n'y avait plus d'espoir, Marie l'a compris. Et maintenant, toi aussi, tu le comprends. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de cette prise de conscience? Vas-tu continuer à acheter des choses pour prouver ton amour? Ou vas-tu commencer à tricoter? Tu n'as pas besoin d'aiguilles, tu n'as pas besoin de laine, tu as juste besoin de temps, de présence, de la volonté d'être là quand quelqu'un a besoin de toi. C'est ça, tricoter, c'est ça, aimer, c'est ça, être humain. Et c'est ce que Marie a enseigné à un millionnaire qui avait tout, sauf l'essentiel, qui avait de l'argent mais pas de temps, qui avait du pouvoir mais pas de présence, qui avait un manoir mais pas de chaleur, jusqu'à ce qu'une employée de maison avec des aiguilles en bambou lui enseigne que la vraie chaleur ne vient pas des couvertures, elle vient du cœur. Et le cœur de Marie était plein, plein d'amour pour un fils qui n'était plus là, plein de gratitude pour un enfant qui lui a donné une seconde chance, plein d'espoir, que chaque maille qu'elle tricotait rendait le monde un peu meilleur. C'est tout. C'est ça l'histoire. Une employée de maison, une couverture d'étoiles, un enfant qui n'a jamais froid, et un père qui a finalement appris à tricoter. Maille après maille, heure après heure, jour après jour, avec amour, avec patience, avec espoir, comme Marie, comme nous devrions tous l'être.